Bonsoir Gaël. Bonsoir Clémentine, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel Info Sport. Comme tous les lundis soirs, on est parti pour 10 minutes de sport 100% local et on va revenir sur tous les résultats de la semaine. Alors ce soir, on a du foot, du hand, du tennis, mais on commence tout de suite avec de l'athlétisme et un Félix Bourg qui a encore réalisé un magnifique chrono en Espagne cette fois-ci. Oui, hier matin sur le semi-marathon de Séville, on peut dire que le Meusien était pile à l'heure à l'arrivée. 60 minutes tout rond pour boucler les 21 km du parcours. Facile du coup de calculer la moyenne, 21 km/h. Record personnel évidemment pour le natif de Bar-le-Duc. Deuxième place de la course et cinquième meilleur chrono de l'histoire pour un Français sur cette distance. À un mois seulement du marathon de Séville où il espère décrocher sa place pour les mondiaux, Félix Bourg paraît plutôt en forme. Effectivement, et on reste dans la Meuse cette fois-ci, on passe au sport collectif. À Bar-le-Duc, les filles de la SPTT, eh bien, elles enchaînent les victoires. Oui, deuxième succès en 2 matchs en 2025 pour les Barisiennes. En National 3 samedi soir, les joueuses d'Emmanuel Douchet ont tout simplement survolé leurs adversaires rémoises. 5 buts d'avance déjà à la mi-temps avant d'écraser le suspense avec notamment les 8 buts de Ludivine Fossard. Victoire finale 31-19 tout en sérénité. On savait que c'était une équipe jeune, donc il fallait mettre de l'impact. Et non, après on était assez sereine, on a bien travaillé à l'entraînement, on a remis du physique, parce que ça aussi, ça nous faisait un petit peu peur, une équipe jeune, donc une équipe qui court beaucoup. Donc on a accentué le travail sur le physique. Et puis non, je pense qu'on a été sérieuse. Hier à l'entraînement, ça s'est bien déroulé, donc non, voilà, tout s'est bien passé pour nous. Et au classement, les Barisiennes consolident leur 4e place avec les 8 victoires en 12 matchs. L'objectif maintien du début de saison a un peu évolué. Nous, on aimerait bien viser le top 5. Voilà, c'est l'objectif de l'équipe. On se dit que c'est à peu près notre place. Donc, à moins de faire des contre-performances à l'extérieur, voilà, nous, on s'est fixé le top 5. Notre objectif, c'est pas de monter. Donc, voilà, top 5 et terminer la saison sereinement. Voilà, c'est l'objectif du groupe. Et on regarde ce qui s'est passé sur les autres terrains du week-end. Eh bien, une victoire, un match nul et une défaite. Victoire pour Chevillon en pré-national, vous le voyez, dans un match crucial face à un adversaire direct. Les jaunes et noirs se sont imposés 36-33, avec notamment 11 buts du capitaine Quentin Jean Collat. Chez les filles, les Chaumontaises ont décroché un bon match nul face à Wapi, grâce à un but dans les toutes dernières secondes d'Éclantine Clérin. Les Langroises, quant à elles, se sont inclinées et restent avant-dernière du classement. Volet maintenant avec le CVB 52, taille patron sur la côte atlantique. Oui, le CVB 52 semble résoudre tous ces petits problèmes en ce début d'année et monte progressivement en puissance. Samedi soir, chez le champion de France en titre Saint-Nazaire, les Chaumontais n'ont pas laissé une once d'espoir à leurs adversaires. 25-11, 25-20 et 25-20, victoire 3-7-0 rassurante avant le match de Ligue des Champions mercredi soir face à Sofia, un match évidemment déterminant pour l'avenir européen des Hauts-Marnais. Un résultat de rugby avec là aussi une victoire. Oui, une victoire par forfait, mais bon, une victoire quand même bonifiée en plus. Les Alsaciens de Lauterbourg n'ont pas pu venir affronter l'entente Bar-le-Duc-Saint-Dizier, la faute à un effectif décimé par la grippe. Il faudra donc attendre encore une semaine pour voir la reprise de l'Ovalie à Saint-Dizier. L'objectif de cette deuxième phase pour l'entente, figurer dans les 2 premiers de la poule pour espérer se qualifier pour les playoffs. Et il ne nous reste plus que le foot. La reprise est prévue la semaine prochaine. Mais il y avait tout de même des matchs en retard à jouer. Et toi, tu y étais. Oui, et notamment 2 pour nos équipes haut-marnaises. Les Chaumontais d'abord qui sont dans une situation compliquée avec leur infrastructure d'entraînement. Eux se sont inclinés 3-0 à Cormontreuil malgré un carton rouge adverse dès la 17e minute. Dans le même temps, Éclaron s'est imposé 2-0 à domicile. Une victoire qui a une saveur toute particulière au vu du contexte actuel dans le club. Démission de l'entraîneur, départ de plusieurs joueurs et démission du président. Tout ça en l'espace de quelques jours début janvier. Si bien que le club a tenu une petite réunion de crise vendredi soir. On fait le point sur la situation, regardez. En l'absence de Philippe qui est président encore actuellement, il me revient de présider cette séance. On va essayer de rester sur des choses factuelles, s'il vous plaît. Ne soyons pas trop dans l'émotion pour que ça se passe bien. Habituellement, une assemblée générale est menée par le président du club. Sauf que l'US Éclaron n'en a plus. Début janvier, Philippe Guillaume a été poussé à la démission, mais elle n'a toujours pas été officiellement validée. C'est donc avec un président qui ne donne plus aucune nouvelle à personne que le club a organisé une assemblée générale d'urgence en cette fin janvier. Un nouveau comité directeur a alors été élu et Francis Boruta, figure du club depuis des années, en a été désigné président pour remonter la pente. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'image du club, elle est malheureusement été un petit peu ternie pour différentes raisons, on ne va pas revenir là-dessus.
L'école de foot, elle marche plutôt bien. Si les résultats sont là aussi pour les seniors, oui, ça peut redynamiser et on peut repartir de nouveau à partir de la saison prochaine sur un très beau cycle. Il faut être optimiste pour avancer. Parce que franchement, le challenge, il est très intéressant à relever et je pense qu'on peut le relever. Le défi qui s'ouvre maintenant va être de taille pour le club. Financièrement, l'US Éclaron traîne là aussi depuis plusieurs mois une situation compliquée. Si le club n'a actuellement aucune dette, les comptes bancaires sont totalement vides. Sous la présidence de Philippe Guillaume, le club versait notamment des indemnités à plusieurs joueurs, chose rarissime à ce niveau. Il y a eu cette parenthèse extrêmement malheureuse, il y a quelqu'un qui a bluffé tout le monde. Et là maintenant, ouvrons une nouvelle page et je ne doute pas qu'une nouvelle page va s'ouvrir. C'est quand on touche le fond qu'on peut rebondir. J'ai le sentiment ce soir que le club va rebondir. Il va y avoir encore un moment difficile sur moi au niveau financier, mais j'estime que c'est le devoir d'une commune de soutenir un club qui encadre plus de 100 enfants, qui s'entraînent régulièrement tous les soirs, qui sont très bien encadrés. 48 heures seulement après cette réunion de crise, l'heure est à la rentrée pour l'équipe Fagnon, pensionnaire de Régional 1, qui reçoit Villers-Semeuse. Autrement dit, l'avant-dernier contre le dernier du classement. Un match de la peur, d'autant plus orageux pour les jaunes et bleus, qui ont vu partir, là aussi début janvier, l'entraîneur et 5 de ses joueurs. C'est donc une équipe remaniée à moitié qui se lance dans un défi maintien proche de l'exploit. C'est jouable, ça sera très difficile, mais c'est jouable. Le maintien reste jouable. Je l'aurais encore dit avant les vestiaires, c'est une aventure humaine, 4 mois. 4 mois de R1 pour une aventure humaine, solidarité avec le cœur. Et ça peut le faire, parce qu'ils ont des qualités. S'ils sont là, c'est qu'ils ont des qualités et on croit en eux. Et pour le premier match de 2025, ce nouveau groupe est apparu concerné. 90 minutes d'engagement, d'investissement, pas toujours juste techniquement certes, mais soudé. Les Éclaronnais s'imposent finalement 2-0. Une victoire ô combien importante au classement, mais surtout pour le moral des troupes. Super content, vraiment, on a lancé une bonne dynamique, c'est ce qu'on voulait montrer, un nouveau visage. Ils ont montré qu'on était encore un club, qu'on était encore debout, donc je suis vraiment content. Il y a eu de la solidarité, de l'entraide, toutes les valeurs qu'on recherche dans le club, qu'on cherche à retrouver en tout cas, donc je suis super content. L'Union sportive d'Éclaron, qui a récemment fêté son centenaire d'existence, traverse bel et bien une crise importante en ce début d'année 2025. Que ce soit sportivement ou financièrement, l'année qui arrive sera déterminante dans l'avenir de ce club historique. Et l'autre événement du week-end, c'était le lancement des qualifications du tournoi Europe U14 de Bar-le-Duc. Oui, ils sont presque 200 joueurs en lice au complexe de la Côte-Sainte-Catherine à Bar. 200 jeunes tennismen prometteurs de 12 et 13 ans. Les qualifications, tu l'as dit, ont eu lieu samedi et dimanche avant le tableau principal pendant toute cette semaine. Et cette année, le tournoi attire même au-delà de l'Europe avec des joueurs américains et chinois notamment. Je vous propose d'écouter Fanny Jarle, une des organisatrices du tournoi, qui était sur le plateau de Paul Deswatines il y a quelques jours. Avec les éditions précédentes, notamment en 2020, on a démarré cette première édition et j'espère, en tout cas je pense que les jeunes ont été vraiment contents du travail qui a été fait en backstage, j'ai envie de dire, et puis aussi sur place avec les bénévoles et toute l'équipe pour pouvoir les accueillir avec de belles installations, les belles installations qui ont été créées en 2018 par Bar-le-Duc. Et donc c'est vraiment une chance pour eux de venir jouer en hiver avec 14 degrés. Je pense que ça joue aussi, plus la joie et l'envie de bien faire de tous les bénévoles et de l'équipe qui m'accompagne. On est même étonnés cette année d'avoir un niveau aussi élevé. Alors c'est aussi parce qu'il n'y a pas du 16 en même temps, mais on a effectivement des belles têtes d'affiche, notamment les 30 au niveau de la 30e place à peu près chez les filles et chez les garçons, avec des Lettoniens, des Russes ou des Allemands. Ça va être encore plus relevé cette année. C'est pour ça qu'on en est fiers et qu'on a bien envie de démarrer cette édition. Et pour les curieux qui voudraient voir ces graines de champions jouer, eh bien les matchs ont lieu toute la semaine de 9h à 21h et les finales, c'est samedi. Autre chose, ce week-end, c'était aussi le tournoi de Marnaval, du judo club de Marnaval, récemment renommé tournoi Axel Clerget. Oui, cette année, c'était la 31e édition de ce tournoi, le tournoi de Marnaval. Ça se situait au gymnase de Lannou pendant tout le week-end. Les benjamins d'abord le samedi, puis les plus grands le dimanche. Une centaine de judokas du Grand Est, un peu moins que l'année dernière, étaient présents sous les yeux évidemment d'Axel Clerget, notre champion olympique bragard. Alors c'est le challenge, excuse-moi, Axel Clerget. Un résultat de MMA pour terminer, laisse-moi deviner, c'est Issane Guerrard.
Oui, Essane Guerrard, encore lui, tu as raison. La pépite de Saint-Dizier continue de tracer sa route vers le haut niveau du MMA français. Samedi soir à Manchester, pour son 5e combat officiel en MMA amateur, il a archi-dominé, vous le voyez, le local Joël Diakiese. Les juges lui ont donné la victoire à l'unanimité. Grâce à cette victoire, Issane intègre le top 30 français, sachant que lui, il vise le top 5 à la fin de l'année et il s'en est donné les moyens. Depuis septembre, Issane, il a arrêté les études et se consacre à plein temps au MMA. À noter que Kurt Lebeskov, un autre bragard, combattait juste après, mais lui s'est incliné face à un autre Anglais. Merci Gaël pour toutes ces précisions et on te retrouve lundi pour un nouvel Infosport. Bonne semaine à tous, à lundi.